Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de me retrouver ce matin, 25 mars 2024, où j'ai le plaisir de vous recevoir ici, à mon bureau, dans les locaux de Capsule Technologies France, à Pau. Et pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, l'idée, c'est de non seulement célébrer les 10 ans de Capsule Technologies, puisqu'on a démarré cette société en 2014. On n'est pas loin de mes 25 ans de carrière également. Donc ça, c'est aussi pour moi une année, qui va être intéressante et l'occasion pour moi donc de vous présenter, les nouvelles, fonctionnalités de CapsOS V6 qui, je pense, va marquer, vraiment une étape importante dans l'évolution de Capsule Technologies dans le futur et on va voir pourquoi. Également pour moi l'opportunité de vous présenter, notre gamme de serveurs pour 2024 qui, je pense, gagne en maturité par rapport aux besoins du marché, spécifiquement sur le marché français, et sur les différents projets que l'on rencontre. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de partager quelques slides avec vous. Hem, alors tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franck Martineau, je suis l'un des cofondateurs de Capsule Technologies. Donc vous pouvez me joindre par email à franck@capsule-vm.com. Vous verrez ensuite mon profil LinkedIn. Je prends aussi des messages en direct si vous le souhaitez, aucun souci. Aujourd'hui, mon rôle au sein de Capsule Technologies, c'est celui de directeur technique. Donc je dirige, l'équipe de, recherche et développement. Donc dans recherche et développement, il y a 2 mots. Il y a la partie recherche, donc où, effectivement on essaie de, trouver quelles vont être les technologies de demain adaptées, au mieux pour les besoins de nos clients. Et la partie développement, c'est-à-dire toute la partie, développement logiciel et informatique qui aujourd'hui est réalisée à 100 à Pau, en France. Donc Capsule Technologies, c'est une société qui existe depuis maintenant, 10 ans, donc qui a été fondée initialement en Afrique du Sud, donc sous le nom de Capsule Technologies Pty Ltd. Donc Capsule Pty Ltd continue d'opérer en Afrique du Sud et nous avons ouvert donc nos bureaux, ici en France, fin 2019. Donc nous commençons à avoir une certaine maturité sur le marché qui commence à être intéressante puisque maintenant on est dans notre 5e année. Donc l'idée de base en fait de Capsule Technologies pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est d'offrir une technologie de virtualisation pour, la sûreté et donc pour tous les applicatifs qui, composent l'écosystème d'une infrastructure de sûreté, à savoir donc les enregistreurs, de vidéosurveillance, donc les VMS, les solutions de contrôle d'accès, les solutions de voix sur IP également de plus en plus. On rencontre également tout ce qui est solutions de LPR, analytique, donc il y a énormément de logiciels qui composent cet écosystème. Nous, aujourd'hui, on a choisi de se focaliser sur, cette niche. C'est ce que l'on fait depuis maintenant, 10 ans. Donc on a à cœur de suivre toutes les évolutions du marché, donc notamment, ce qu'on a vu évoluer très rapidement, c'est, les besoins en termes de résolution sur les caméras. Quand on a démarré, en 2014, la plupart des caméras étaient en 720p. Aujourd'hui, on est sur des caméras en 4K, en 32 millions de pixels. Donc, ce sont des résolutions qui sont nettement plus énormes. Donc, les challenges techniques au niveau des enregistreurs sont différents, même si on rencontre une évolution évidemment côté processeur, qui nous permet donc d'absorber en fait tous ces nouveaux besoins. Mais le challenge aujourd'hui, c'est finalement de ne pas multiplier le nombre de serveurs. Donc d'où l'idée en fait de la virtualisation, c'est-à-dire qu'avoir davantage de besoins techniques, donc davantage de CPU, de mémoire, etc., ça pourrait se traduire par une approche, je dirais, quantitative, c'est-à-dire que je rajoute des serveurs au fur et à mesure que un site évolue ou qu'un projet évolue, donc des résolutions plus grandes, plus de caméras, plus de serveurs. L'idée de Capsule, en réalité, c'est d'essayer de réduire ce nombre de serveurs en intégrant donc toutes les briques qui composent une infrastructure de sûreté dans un seul et unique serveur ou voire dans un nombre réduit de serveurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de
d'empreinte carbone, de green IT, donc toutes ces notions-là qui permettent d'économiser en fait. Enfin, l'idée derrière, c'est de réfléchir à un data center qui va consommer moins d'énergie, donc moins d'électricité, mais également moins de climatisation. L'empreinte au sol aussi doit être réduite, donc moins on a de serveurs, moins on en fabrique, moins on en transporte. Donc il y a toute une chaîne en fait de composantes qui fait que en réduisant le nombre de serveurs grâce à la virtualisation, on va finalement aussi également s'orienter vers une informatique un peu plus responsable. Donc, dans quel cas une capsule technologie répond à ces questions-là? C'est évidemment quand on a besoin, donc on l'a vu, de réduire le nombre de serveurs, mais également l'idée, c'est derrière de proposer une infrastructure qui soit plus résiliente. La problématique aujourd'hui, c'est que on va effectivement avoir énormément de composants, qui soient donc sur des serveurs éclatés ou regroupés sur un serveur de virtualisation tel que nous le proposons. La problématique, c'est que si le site principal tombe, ou on va dire le data center principal tombe, eh bien ces services ne sont plus accessibles et donc il n'y a plus de sécurité associée à ce site-là. Donc l'idée, c'est d'offrir une technologie qui va être résiliente, c'est-à-dire que l'on va pouvoir redémarrer ces services ou assurer une certaine continuité de service sur un autre site, donc sur un autre serveur, par exemple. Donc ce qui est important de souligner quand même, c'est que Capsule Technologies est une société qui ne fait que du projet. C'est-à-dire que, on accompagne nos clients, durant toute la vie du projet, depuis, le design de la solution jusqu'à l'implémentation. Donc on n'est pas, je dirais, un vendeur de logiciels sur étagère ou un vendeur de hardware sur étagère. On ne va pas vous vendre un serveur et vous demander de nous envoyer, que des tickets de support après ça. Donc ça fonctionne pas comme ça, n'a jamais fonctionné comme ça. Donc on est une entité, relativement petite mais agile, qui nous permet donc d'accompagner nos clients sur chacun de leurs projets. Donc ça fait maintenant 10 ans qu'on fait ça, 10 ans que l'on développe CapsOS, 10 ans que on accompagne nos clients du début jusqu'à la fin, 10 ans que l'on essaie de benchmarker au mieux les nouveaux VMS, les nouvelles caméras, les nouvelles technologies de contrôle d'accès, et j'en passe. Donc c'est vraiment pour nous quelque chose qui est important, c'est notre cœur de métier, on ne fait que ça. Donc oui, il y a, je dirais des architectures virtualisées aujourd'hui qui existent et qui sont très connues et qui sont très bonnes, hein. Donc on peut nommer, entre autres, VMware, Hyper-V, Citrix. Si on veut aller vers l'open source, il y a Proxmox qui est également excellent. Donc toutes ces technologies-là sont bonnes, mais elles n'ont jamais été développées avec l'idée principale d'être orienté vers la niche de la sûreté. Ça, c'est une des grosses différences. Et nous, si vous voulez, ça nous a forcé à faire des choix technologiques dans la méthodologie de créer des machines virtuelles, et on en reparlera un petit peu plus tard, pour pouvoir en fait satisfaire les besoins techniques de toutes les applications de sûreté. D'accord? Notamment les besoins donc de performance, au-delà des besoins de résilience. Voilà. Donc, j'en parlais tout à l'heure, l'idée d'une architecture virtualisée, c'est d'avoir une réduction des coûts sur notamment le coût total d'acquisition, puisque on va avoir moins d'équipements, donc le budget qui était réservé aux serveurs, et Dieu sait qu'il est important dans un projet de vidéosurveillance, ce budget-là est toujours, je dirais, un petit peu le nerf de la guerre. Donc on va, en ayant moins de serveurs physiques, évidemment, réduire le coût d'acquisition de ces serveurs-là. Donc, évidemment, avec moins de serveurs, on va pouvoir réduire les besoins énergétiques, que ce soit donc l'électricité, climatisation, et je parlais également de l'empreinte au sol, puisque c'est toujours difficile d'aller présenter à un client un projet complexe et lui expliquer qu'il va lui falloir installer un data center dans ses locaux, là où en fait c'était absolument pas prévu.
D'accord? Donc l'idée de la virtualisation également, c'est d'avoir un point d'entrée unique pour l'administration de l'infrastructure et donc du même coup, on va simplifier, la gestion des applications. On va pouvoir donc, également faire des backups, et donc avoir une politique de sauvegarde. Ça, ce sera très important, ce qui nous permet donc d'une part, nous par exemple sur CapsOS, ce que l'on a par défaut, c'est une sauvegarde automatique sur le système lui-même, et on conserve 2 ou 3 sauvegardes au choix, hein, c'est paramétrable sur, le serveur local. On sait également, faire en sorte d'exporter ces sauvegardes sur un NAS ou sur un autre élément ou sur du cloud, pourquoi pas, si on est ouvert au fait d'avoir le serveur qui puisse accéder à un réseau externe à celui du site. C'est pas toujours le cas et c'est bien normal. Donc de ce fait-là, il y a énormément de possibilités, pour offrir davantage de résilience, pas seulement avec de la redondance, mais également au travers de sauvegardes, et pour pouvoir, avoir un retour arrière et un retour, en une reprise d'activité la plus rapide possible, suite à un événement qui int qui serait génératif en fait d'une interruption de service sur le site. Donc Capsule, c'est quoi? Donc Capsule, en fait, c'est une solution de virtualisation, j'en ai parlé, mais cette solution donc logicielle s'appelle CapsOS, donc Caps comme capsule, OS comme operating system. Donc c'est un système qui est basé sur, une base Linux qui elle-même s'installe sur un serveur. Donc nous, on fournit des serveurs, mais pas que. Vous pouvez aussi également installer CapsOS sur des serveurs tiers, de type, HP, Lenovo, Dell, ou un serveur que vous auriez construit, vous-même, pourquoi pas. Voilà. Donc l'idée, en fait, c'est, d'avoir une plateforme qui serait, en fait, une appliance de virtualisation. Donc c'est un terme un petit peu pompeux, pour dire qu'en fait, ça va être un serveur spécialisé. Donc en tout cas, c'est l'idée qui va donc embarquer CapsOS, qui lui-même va exécuter des machines virtuelles. Donc ça va être votre VMS, votre contrôle d'accès, votre, reconnaissance de plaques, numérologiques, la voix sur IP. Donc tout ça sera donc hébergé dans différentes machines virtuelles, pilotées par CapsOS, qui lui-même également va gérer la partie stockage. Donc le serveur, en fait, peut également embarquer, tout ou partie, du stockage qui sera réservé à la vidéosurveillance ou à des bases de données, par exemple. D'accord? Donc un petit, résumé, hein, de comment ça fonctionne. Si vous achetez un serveur capsule, donc c'est l'exemple tout à fait à gauche, par exemple avec le Capsize, donc c'est une référence produit qu'on a chez nous. Donc la licence CapsOS est incluse avec le serveur. Donc si vous nous demandez un devis sur un de nos serveurs, la licence vient avec. Il n'y a pas de coût additionnel. En revanche, si vous souhaitez, acheter donc, le serveur chez HP ou chez Dell, donc nous, on va pas nécessairement vous fournir, le hardware, on pourrait, hein. Ceci étant, la plupart de nos clients, sont des grands comptes et ont des prix très attractifs avec ces grands constructeurs. Donc il n'y a pas de, je dirais, d'intérêt réel économiquement à aller commander un serveur, HP ou Dell chez Capsule, malheureusement. On aimerait, hein, mais on n'a pas aujourd'hui, le poids nécessaire au niveau de nos achats, pour pouvoir offrir un tarif qui serait intéressant à nos clients. Donc pour le coup, vous pouvez acheter le serveur où vous voulez. En revanche, il faudra nous acheter la licence CapsOS, qui, comprend également une partie support. Donc avec cette licence, vous avez toutes les fonctionnalités, qui vous sont offertes. C'est-à-dire que nous, on ne segmente pas, le coût de la licence en fonction des différentes fonctionnalités. Donc si vous avez un coût unique pour la licence et ça se traduit par toutes les fonctionnalités disponibles sur le produit. À savoir donc évidemment toute la gestion des machines virtuelles, mais également toute la partie redondance et failover. D'accord? Donc tout ça en fait vient, avec une seule et même, un seul et même package. Donc CapsOS vient d'une façon complète s'intégrer sur des serveurs Dell ou HP. Et aujourd'hui en termes de, je dirais en termes de projet,
on a à peu près 20 à 30 des projets sur lesquels on travaille qui sont sur des serveurs HP ou Dell, pour vous donner un ordre d'idée. Donc on a l'habitude en fait de travailler comme ça et c'est pas un souci. À savoir que si vous souhaitez que nous réalisons l'intégration de CapsOS sur les serveurs, on peut le faire soit en lab ici, donc on en reparlera, on a ici un petit data center qui nous permet en fait d'intégrer d'une part les serveurs que nous fournissons, mais d'autre part vos serveurs avec CapsOS dessus et évidemment les configurations de machines virtuelles que vous souhaitez faire. Donc ça, c'est un travail que l'on sait faire ici ou que l'on sait faire également sur site. Alors, c'est plus facile de le faire ici parce que on a tout préparé, il y en a un rack qui est prêt, donc c'est évidemment beaucoup plus facile pour nous. Donc, on sait recevoir votre matériel, on a tout ce qu'il faut, hein, qui est de débarquement et d'embarquement pour palettes. Donc, tout ça, c'est complètement faisable d'un point de vue logistique. Maintenant, si vous souhaitez qu'on se rende sur site, on peut également se rendre sur site, moyennant évidemment une prestation de service, là où l'intégration sera moins chère si en fait elle se passe dans nos locaux. Donc, si vous avez des questions à ce niveau-là, je vous invite à aller sur l'icône Q&A, donc Question and Answer, posez vos questions dessus et donc à la fin de ma présentation, je reviendrai sur les différents points et ce sera avec plaisir que j'essaierai de répondre au mieux en temps réel à vos questions. Donc, on a parlé de CapsOS, donc qui est notre couche logicielle que l'on développe depuis maintenant 10 ans. Et donc qui est principalement la pierre angulaire de notre technologie, puisque c'est finalement un hyperviseur de niveau 2, donc hyperviseur au sens machine virtuelle. Donc les hyperviseurs de niveau 1 sont ceux qui sont plus proches du métal, donc plus proches du hardware, d'accord? Donc sur Linux par exemple, il s'appelle KVM, sur Microsoft Windows, il s'appelle Hyper-V, qui est à la fois donc un hyperviseur de niveau 1 et 2 dans le cas de Windows. Dans le cas de VMware, il y a ESX, qui est votre hyperviseur de niveau 1. Nous, en fait, CapsOS, on n'a pas redéveloppé un hyperviseur de niveau 1, parce que ça ne fait aucun sens. En revanche, c'est un hyperviseur de niveau 2 qui va nous permettre de créer des machines virtuelles d'une certaine façon pour qu'elles soient optimisées au niveau applicatif. Donc, le but de ce webinaire, c'est pas d'aller vous noyer dans des terminologies techniques. Donc, si vous le souhaitez, si vous souhaitez réellement connaître les détails au niveau bit and byte de notre technologie, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Donc, je remettrai à la fin mes coordonnées pour qu'on puisse en discuter plus longuement et vous expliquer en détail quels sont les éléments techniques qui nous permettent d'affirmer qu'on a une technologie qui est vraiment adaptée aux besoins de la vidéosurveillance. Donc CapsOS V6, c'est la dernière implémentation, la dernière version que l'on ait fait, qui somme toute est une évolution donc de la V5 et de la V4, mais aujourd'hui il y a eu, je dirais un shift au niveau des systèmes d'exploitation et aussi un changement des mentalités de la part des éditeurs de logiciels, donc dans la sûreté mais ailleurs, dans la façon en fait de mettre à disposition ces logiciels-là. Donc, ce shift, en fait, il est très simple à comprendre, c'est que d'une part, on va avoir des éditeurs de logiciels qui aujourd'hui vont fournir des images de machines virtuelles, d'accord? Et donc, ils les mettent à disposition sur leur site internet et ces images sont dans des formats, je dirais, standardisés. Donc, on retrouve dans les grands standards du VMware, naturellement, qui est très répandu, mais également de l'Hyper-V. Donc, Hyper-V, en Hyper-V en anglais, c'est la technologie de Microsoft. Donc, aujourd'hui, sur CapsOS V6, on a choisi d'adopter le format d'Hyper-V, donc de Microsoft, pour que l'on puisse directement intégrer des images qui sont préparées par les éditeurs de logiciels. Je vais en nommer deux, hein, ARD par exemple, qui est une société française qui fait
des logiciels de contrôle d'accès, fournit sur son site, ou du moins sur son site de support, une fois que vous avez la licence, des images prêtes à l'emploi qui sont exploitables par Hyper-V. Command également, donc solution de voix sur IP qui est pas française mais qui est allemande, fournit également la même chose. Donc ça nous permet de faire quoi? De télécharger ces images directement, de les copier sur CapsOS ou sur le serveur qui fait tourner CapsOS, et c'est fini. Et donc ça fonctionne directement. Il n'y a pas à modifier ces images, il n'y a pas à modifier la configuration, il n'y a rien à faire. C'est directement. J'aime pas le terme plug and play parce que il y a toujours, je dirais, un geste technique à faire, aussi minime soit-il, mais on a, je dirais, une intégration directe. L'autre avantage de fonctionner avec des images Hyper-V, c'est que nos intégrateurs peuvent préparer des images parce qu'ils ont leur savoir-faire, parce qu'ils ont leur méthodologie. Donc, préparer des images de VMS ou de différents logiciels sur leur PC chez eux ou au travail. Donc, ils préparent ça tranquillement sur leur PC, puisque Hyper-V, c'est une technologie qui est disponible sur n'importe quel Windows, hein, Windows 10, 11, 2019, 2022, 2016. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un logiciel qui est amplement répandu. Donc, d'aucuns pourraient préparer ses propres images sur son PC, et on connaît des clients qui le font. Et ces images-là, sans avoir de CapsOS chez eux, sans avoir de serveur chez eux, ces images-là sont directement exploitables sur CapsOS version 6. Donc il y a un gain, je dirais, de temps et de productivité qui est quand même significatif. Donc en d'autres termes, on peut préparer en amont tout le travail sans avoir les serveurs, donc potentiellement également retarder l'achat des serveurs pour après l'intégrer au plus vite sur les serveurs, sans modifier finalement les images. Et il y a aussi également une notion, je dirais, de productivité, dans le sens où on va être capable de réutiliser ces images-là ou les faire évoluer sans avoir en fait de serveur spécifique pour faire ça. Donc ça, c'est quand même très bien. Dans les caractéristiques de CapsOS V6, et ça fait partie en fait des optimisations dont je parlais pour l'aspect vidéosurveillance notamment, on a une allocation fixe des ressources processeurs, mémoire, disque, réseau, qui nous permet donc de garantir le niveau de performance qui est requis pour chaque application. Donc en d'autres termes, l'idée, ça ne va pas être de mutualiser à tout prix les ressources d'un serveur, mais l'idée, ça va être de partitionner en fait les ressources de ce serveur, de cloisonner ces ressources-là dans des boîtes différentes, ce que les machines virtuelles sont supposées être. Et ces boîtes-là, en fait, vont être étanches. C'est-à-dire qu'en fait, si une machine virtuelle consomme l'intégralité des ressources CPU qui lui sont allouées, ça ne va en aucun cas perturber les autres machines virtuelles. Et c'est là où, en fait, on est capable de garantir un certain niveau de performance par machine virtuelle, dans le sens où c'est comme si on avait plusieurs serveurs physiques au sein d'un seul. Voilà, c'est ça l'idée. Ensuite, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de technologies d'IA, donc d'intelligence artificielle, d'analytics, qui finalement fonctionnent selon un certain modèle. Donc la plupart, en fait, sont des applications qui sont développées sur du Linux, sur du Debian ou de l'Ubuntu, et qui se présentent sous forme de containers. D'accord? Ces containers-là, en fait, font tourner l'applicatif et vont aller également exploiter donc une carte GPU, donc une carte graphique. La plupart du temps, c'est des cartes qui viennent de chez NVIDIA. Donc, il y a un besoin de présence de cartes NVIDIA graphiques au sein du serveur, faire fonctionner ces applicatifs. Je peux en nommer quelques-uns. Donc, il y a Videtix, Wintix, il y a 2i, 22. Évidemment, alors Briefcam, c'est sur du Windows, mais ça fonctionne selon le même modèle. Donc, il y a Briefcam également, qui très récemment a mergé avec Milestone. Donc, ça va être un sujet intéressant dans les mois à venir.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes ces applications-là qui ont besoin d'un GPU, c'est très compliqué dans le monde de la virtualisation, notamment avec des solutions comme VMware ou même Hyper-V, c'est jouable, mais c'est quand même plus compliqué. C'est assez compliqué, en fait, d'aller assigner une carte graphique à ces applications-là dans un environnement virtualisé. Bon, nous, c'est quelque chose qu'on fait quasiment depuis 2016. Si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Donc ça fait quand même un moment qu'on le fait. Donc la technologie s'appelle le pass-through. Donc ça permet en fait d'assigner un élément hardware, donc en l'occurrence ici une carte graphique, mais ça pourrait être une carte réseau également. Ça nous permet en fait d'assigner donc un élément hardware directement à une VM. Ça veut dire que la VM ne va pas le voir comme un élément émulé ou virtualisé, mais va le voir comme un élément physique. D'accord? Donc cet élément physique directement accessible. C'est-à-dire que quand vous allez installer votre application d'intelligence artificielle dans une VM, le hardware qui va être vu par cette machine virtuelle, eh bien, c'est comme si vous l'installiez sur un serveur natif, quoi. Donc, si vous installiez Ubuntu de façon native sur un serveur. Donc, c'est très intéressant parce que ça nous permet à coût zéro d'implémenter ces solutions-là en parallèle du reste. D'accord? Donc, tout à l'heure, je parlais d'ARD et Command. Alors, c'est pas anodin. C'est pas anodin non plus parce que ce sont deux solutions qui fonctionnent sur Linux également. Donc, qui sont présentées sous forme de VM, par exemple, ou de package à installer, mais qui fonctionnent sur Linux. Donc, l'avantage de la virtualisation quand même, du moins chez nous, c'est que vous allez pouvoir faire un mix and match, c'est-à-dire un mélange de machines virtuelles de différentes natures. Donc, on va retrouver le VMS qui va fonctionner, lui, sous Windows. Donc, par exemple, Milestone va fonctionner sur Windows. Alors, Milestone ou un autre, hein, ça peut être du Genetec, ça peut être de l'Axon, ça peut être de l'Exact, ça peut être ce que vous voulez. Ça va fonctionner, ou VxCore pour rester sur le territoire national. Donc VxCore, lui, fonctionne pas sur Windows, mais donc c'est un mauvais exemple. Mais un VMS qui fonctionne sous Windows va pouvoir partager en fait le même serveur avec des applications qui sont écrites pour Linux, hein, de type ARD et Command, par exemple. Donc l'avantage, c'est ça quand même, hein, dans la virtualisation, c'est de pouvoir en fait finalement laisser libre cours à l'éditeur sur la technologie qu'il choisit en termes de système d'exploitation pour pouvoir créer son logiciel. Et nous, on va lui offrir la possibilité de l'intégrer dans un environnement qui va être hétéroclite, sur lequel on va retrouver différentes machines virtuelles avec différents systèmes d'exploitation. Voilà. Alors, dans les fonctionnalités aussi intéressantes, là, ça va plus parler aux gens qui ont, je dirais, un vernis un peu technique derrière. Ce que l'on sait, par exemple, aujourd'hui, les infrastructures sont quand même de plus en plus compliquées. D'accord? Donc, on sait qu'il y a une problématique d'ordonnancement de démarrage, ça paraît évident, une problématique d'ordonnancement de démarrage des machines virtuelles. Ça paraît évident dans le sens où c'est une fonctionnalité qui, on pourrait croire, est nativement implémentée partout, mais ce n'est pas le cas. Donc, si on prend par exemple Hyper-V, Hyper-V ne sait pas gérer l'ordonnancement de démarrage des VM. En quoi c'est utile? Si vous avez une infrastructure avec une machine virtuelle qui est un AD, donc de l'Active Directory, ça sert à quoi l'Active Directory? D'un point de vue fonctionnel, pas grand-chose, mais d'un point de vue administration système, c'est là où toutes les authentifications vont se faire. Donc, on va centraliser tous les comptes d'accès, des postes d'exploitation, des serveurs Milestone, des services de différents logiciels, ça peut être une base SQL, etc. Donc, tout ça, en fait, va s'authentifier sur un serveur AD. Si le serveur AD n'est pas là, eh bien, les services ne peuvent pas démarrer. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'authentification possible sur les comptes utilisateurs assignés à ces services-là. Donc, c'est gênant. De même, il est de bon ton, je dirais une best practice, de démarrer, par exemple, le serveur de management Milestone avant de démarrer les serveurs d'enregistrement. D'accord?
même si c'est pas un prérequis, hein. On pourrait démarrer les serveurs d'enregistrement et puis ils attendront que le management soit là. C'est pas un souci. Mais dans l'idée, c'est quand même bien d'avoir un certain ordonnancement. Donc aujourd'hui, si on prend Hyper-V, parce que c'est le premier qui vient en tête sur Windows, donc si on démarre les VM automatiquement, la seule façon en fait de créer un ordonnancement, c'est de les décaler dans le temps. C'est une méthode. Mais bon, nous, on a choisi une autre méthode. La méthode CapsOS, c'est finalement d'avoir un fichier à plat de configuration où on va dire, OK, ben, on veut démarrer d'abord l'AD, ensuite le management Maston, après le recorder, après le contrôle d'accès. Voilà. Donc, on crée un ordonnancement complètement arbitraire, hein, celui que l'on souhaite faire. Ceci étant, c'est une séquence qui est relativement facile à configurer et où on garantit un ordre de démarrage des VM. Donc, c'est quand même assez intéressant comme fonctionnalité. Donc, c'était pas là dans la V5, c'est maintenant implémenté dans la V6. On a toujours notre moteur RAID 5, RAID 6 qui est optimisé pour les applications d'enregistrement vidéo. Alors optimisé dans le sens où on a une optimisation sur les écritures, donc on va pouvoir gérer davantage de flux en écriture, et également une optimisation pour avoir un playback, donc une lecture de vidéo qui soit plus rapide que ce que l'on rencontre sur le marché. Alors attention, on n'est pas obligé d'utiliser le moteur RAID 5 ou RAID 6 de CapsOS. Si vous préférez utiliser le RAID hardware du serveur, il y en a qui sont très performants, il n'y a aucun souci là-dessus, ça marche très bien. Les sauvegardes automatiques de machines virtuelles, on en avait parlé, d'accord? Donc ça se fait soit en interne, soit en externe, soit les deux. De toute façon, par défaut, on fait toujours des sauvegardes de machines virtuelles, au moins 2 à minima, chaque semaine en interne sur le serveur, sur un volume différent. C'est-à-dire que les machines virtuelles sur des serveurs capsules sont stockées sur des SSD, sauf que les sauvegardes, on va les stocker sur le RAID 5 ou le RAID 6. Voilà, donc, au cas où on aurait un souci sur les SSD pour une raison X ou Y, et ça peut être un vieillissement au bout de 3-4 ans des SSD qui serait simultané. Donc on fait du RAID 1 de SSD, ce qui, à mon sens, c'est un petit peu ridicule, puisqu'en fait, la durée de vie d'un SSD est essentiellement liée au nombre de lectures-écritures, donc aux opérations qui sont réalisées dessus. Et une fois que le nombre maximum est atteint, le SSD en fait ne fonctionne plus. Donc si on a un RAID 1, c'est-à-dire qu'on va faire un miroir sur ces deux SSD en parallèle, finalement on va se retrouver avec la même quantité d'écriture, de lecture, donc la même quantité d'opérations au fil du temps. Donc on peut très facilement imaginer qu'ils vont mourir au même moment. Bon, mais ceci étant, on le fait quand même au cas où, c'est pas grave. Donc pour moi, je suis très précautionneux. Je pense qu'il est de bon ton de faire des sauvegardes sur un volume séparé. Donc pour moi, les disques physiques restent quand même une valeur sûre là-dessus. Donc le RAID 5, RAID 6 est très bien pour les enregistrements vidéo, mais également pour les sauvegardes de VM. Si ça suffit pas, on l'a déjà implémenté sur différents sites, on sait faire également une sauvegarde sur une unité de stockage externe. Ça peut être un DAS, donc un système qui serait attaché directement, pourquoi pas en SAS ou en USB sur le serveur, ou bien un NAS, donc une unité de stockage accessible au travers du réseau avec des formats tels que NFS ou CIFS pour pouvoir communiquer avec le serveur CapsOS. La grosse nouveauté dans CapsOS V6, c'est la réimplémentation du moteur de redondance et de réplication. D'accord? Donc c'est un module qui me tient particulièrement à cœur parce que il se trouve que je suis le développeur principal de ce module-là. Donc on a complètement repensé la méthodologie pour faire de la redondance entre les deux serveurs par rapport aux versions précédentes, qui est donc beaucoup plus rapide en termes de temps de bascule. C'est quasiment immédiat et qui nous permet également d'avoir un vrai RAID 1 entre les deux systèmes. Donc c'est plus rapide et plus résilient. Bon, je n'entrerai pas dans les détails techniques. Encore une fois, je pourrais le faire de façon, je dirais, spécifique en fonction de vos besoins et du niveau technique
que vous souhaitez connaître par rapport à notre technologie. Donc, pour ça, prenez rendez-vous avec moi. Ceci étant, on a passé quand même 4 ans à redévelopper ce moteur de redondance. C'est quelque chose qui est vraiment bien et qui fonctionne bien. Donc, je vous invite également à réserver des démos avec moi. On en reparlera un petit peu plus tard pour qu'on puisse finalement se rapprocher de l'environnement que vous connaissez le plus et qu'on se mette en situation pour pouvoir créer en fait un environnement qui nous permette de faire des tests avec vous sur ces aspects redondance. Donc l'essayer, je pense, est la meilleure des méthodes pour comprendre son mécanisme, les avantages, les limitations du système, etc. Donc faisons ça ensemble. Et enfin, dernier point, CapSOS V6 a désormais ce qu'on appelle une API. Alors c'est très à la mode. L'API, en fait, nous permet de piloter CapsOS, donc en l'occurrence tout ce qui se passe dessus, donc les machines virtuelles, puisque c'est ce qui nous intéresse, de façon externe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir soit avoir des applications qui sont pas développées sur Linux. Donc, on a développé par exemple une application sous Windows, donc un client natif Windows, qui nous permet d'avoir une vue sur les machines virtuelles, qui utilise donc cette API-là. Mais ça peut être aussi également une intégration plus poussé, notamment, pourquoi pas un plugin, donc c'est dans les cartons pour tout vous dire, un plugin Milestone qui permettrait de piloter donc CapsOS depuis l'interface de Milestone. Donc c'est tout à fait envisageable. Donc cette API en fait ouvre la porte à des développements externes pour que l'on puisse intégrer toutes les fonctionnalités sur d'autres logiciels. Voilà, donc encore une fois, j'imagine que vous allez avoir des questions. N'hésitez pas à les poser dans l'endroit réservé sur ce webinar et j'y répondrai à la fin. Alors, beaucoup d'entre vous, je pense, sont ici pour découvrir ou avoir davantage d'explications sur la partie réplication totale et temps réel qui vient en fait avec CapsOS. Donc tout d'abord, c'est une architecture active-passive. Donc dans le monde de la redondance, il y a 2 philosophies qui existent. En fait, c'est deux méthodes complètement différentes. Soit c'est l'active-active, c'est-à-dire que l'on va avoir 2 services ou 2 serveurs qui vont être en production simultanément et prendre le relais de l'un ou l'autre en cas de coupure ou en cas de problème. L'actif-actif, c'est ça. Ça a un avantage, c'est que il n'y a quasiment pas de temps de bascule en cas de problème. L'inconvénient, c'est que c'est relativement complexe à mettre en place et que bien souvent, on retrouve ce concept-là, non pas au niveau de machines virtuelles, mais souvent au niveau des applicatifs. Donc il y a, je dirais, une implémentation à faire, une programmation à faire pour chaque applicatif. D'accord? Donc il y a des technologies aujourd'hui hein, qui font ça très bien, mais qui sont très coûteuses aussi également. Donc il y a on retrouve hein, essentiellement l'actif-actif dans le milieu bancaire ou dans le milieu scientifique. Donc c'est vraiment des implémentations qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus onéreuses. Et puis il y a l'actif-passif. Donc l'actif-passif, le concept est simple. J'ai un serveur qui va être actif, donc en production, et j'ai un serveur dit passif qui lui va être en stand-by et qui va redémarrer en fait les services ou les applications en cas de souci sur le serveur principal. D'accord? Euh, donc aujourd'hui, CapsOS implémente une redondance qui est active-passive. Donc on va avoir un serveur que l'on va appeler primaire, qui lui est actif. Donc toutes les machines virtuelles fonctionnent dessus, donc elles sont en production. Et on va avoir un serveur passif qui est allumé, qui lui en fait ne va pas faire tourner les machines virtuelles en même temps que le serveur primaire, mais toutes les données de ces machines virtuelles vont être répliquées
sur ce serveur-là en temps réel. Pour faire simple, c'est un miroir, hein, c'est un RAID 1 finalement. Donc on va réaliser un RAID 1 entre les deux serveurs, d'accord? Et ce RAID 1, finalement, va nous garantir que l'intégrité des données entre les deux serveurs à l'instant T. Ce qui veut dire que quand mon serveur primaire devient indisponible, suite à, je ne sais pas, par exemple, un crash réseau ou alors un crash électrique, hein, parce que c'est ce qu'on rencontre la plupart du temps, le serveur secondaire va redémarrer les VM et va réutiliser le même jeu de données, que ce soit pour l'image de la machine virtuelle ou pour les enregistrements vidéo. D'accord? Donc, il va réutiliser le jeu de données à l'identique de ce qu'il était sur le serveur 1, puisqu'on est en miroir. D'accord? Aussi simple que ça. Dans le SEC Techno, chez nous, en interne, ça s'appelle Caps Mirror, qui en fait s'occupe de faire toute cette réplication de données en temps réel entre les deux serveurs. Donc précédemment, hein, pour ceux qui connaissaient CapsOS V5, donc on avait déjà cette mécanique de bascule automatique, hein, donc le serveur primaire tombe, ça, on redémarre les VM sur le serveur secondaire. Donc cette mécanique existait déjà dans CapsOS V5, et ce qui existait également, c'était un retour arrière automatisé. Le retour arrière, ça veut dire j'ai mon serveur primaire qui redevient disponible sur le réseau. Donc il y a de l'électricité, on a du réseau, il y a de la communication entre les deux. Donc on resynchronise les data dans l'autre sens et on redémarre au plus vite les VM sur le premier serveur. Le souci que l'on a rencontré au fil du temps, et ça c'est, je dirais, c'est pas un souci, c'est un retour d'expérience. Le retour d'expérience que l'on a rencontré au fil du temps, c'est que dans 99% des cas, quand le serveur primaire est indisponible, c'est qu'il y a un souci électrique. Alors ça peut être des travaux, ça peut être une anomalie sur le réseau électrique, ça peut être plein de choses. Mais ce que l'on a constaté, c'est que la stabilité du réseau électrique peut être aléatoire pendant un petit moment, c'est-à-dire qu'en fait, le serveur revient et puis il retombe, il revient, il retombe, il revient, il retombe. Et en fait, ça génère un effet de ping-pong avec le serveur secondaire où les serveurs n'ont pas le temps de resynchroniser les données. Et pour faire court, dans mon explication, ça génère une corruption de données, parce qu'on n'est pas exempt de corruption de données, partout, donc sur le serveur secondaire et sur le serveur primaire. Donc on se retrouve avec des VM qui ne redémarrent pas et il faut repartir de backup. Donc, donc du même coup, la redondance perd un petit peu de son intérêt. D'accord? Donc pour pallier à ça, ce qui a été décidé de faire en termes d'implémentation dans CapsOS V6, c'est de dire, OK, la bascule vers le serveur secondaire est automatique, mais le serveur secondaire, lorsqu'il démarre les VM, va devenir serveur primaire. D'accord? Et quand le serveur primaire va redémarrer, lui va devenir serveur secondaire. Donc on va synchroniser les datas quand il est prêt, mais on ne va pas s'amuser à redémarrer les VM sur le serveur secondaire, donc qui était primaire, d'accord? Donc si on veut faire un retour arrière, donc c'est-à-dire que le serveur primaire redevienne primaire après être devenu secondaire, si vous me suivez. Si on veut faire ça, donc ce retour arrière, on peut le faire, mais de façon manuelle. Ce qui veut dire que l'on est sûr que le serveur primaire est dans un état stable. Donc, que l'électricité ne va pas partir dans 5 minutes, que le réseau ne va pas partir dans 5 minutes, que voilà. Donc, on est stable, on est serein, on fait une bascule arrière. Donc, ça, c'est souhaitable. En revanche, encore une fois, la bascule avant, c'est-à-dire le passage du primaire au secondaire, reste complètement automatisé. Voilà, donc ça, c'est quand même appréciable. Il n'y a pas de geste technique associé à ça. Ça fonctionne de façon complètement automatique. Je vous invite à me contacter pour une démonstration en privé avec ce que vous souhaitez voir, parce que on peut avoir différents besoins, hein. On peut souhaiter faire une redondance uniquement sur certains services et pas sur d'autres. Donc, j'en viens également à vous expliquer que si on a une situation une configuration en redondance, on n'est pas forcé
de redonder toutes les VM. Donc, on peut avoir des VM qui ont soit leur propre système de redondance, ça peut être un choix technologique, par exemple, sur du Milestone ou du Genetec ou autre. Donc, on peut choisir de redonder certaines VM et d'autres VM ne seront pas redondées du tout. Voilà, tout simplement. Parce que soit on ne veut pas, soit ils ont leur propre techno de redondance ou de mécanisme en fait, de primaire, secondaire entre deux serveurs. Ce qui est complètement acceptable. Donc, c'est un pick and choose, hein, on n'est pas obligé de faire euh, tout, toutes les VM dans un seul panier qui serait complètement redondé. Un point de détail intéressant, sur CapsOS, il n'y a pas besoin d'avoir 3 serveurs faire de la redondance. Ça marche par paire, c'est des paires de serveurs en fait. D'accord? Pour conclure, donc oui, toutes les données ainsi que le contenu des machines virtuelles sont répliquées en miroir sur le serveur secondaire. Donc c'est un RAID 1 entre les deux, hein. Si le serveur primaire ou une machine virtuelle ne fonctionne plus, le serveur secondaire prend le relais avec le même jeu de données. D'accord? Donc on retrouve exactement les datas à l'identique au moment où ça s'est planté. Le temps de bascule, lui, il est de quelques secondes. Vraiment, c'est quasiment immédiat. En revanche, c'est le redémarrage de la VM qu'il faut prendre en considération. D'accord? Et ça dépend de l'applicatif et du hardware qui est utilisé. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir de perte d'exploitation ni de données en cas de défaillance de l'un des serveurs. D'accord? Les bascules sur serveur secondaire sont, encore une fois, je le répète, complètement automatisées. Il n'y a pas de geste technique pour faire une bascule avant. En revanche, la bascule arrière, il faut suivre une procédure et le faire manuellement. Bon, ce n'est pas non plus très compliqué, hein. Il y a 2 opérations à faire et puis on a un retour arrière si on souhaite faire un retour arrière. Parce que dans l'idée, le serveur secondaire devient primaire. Donc il n'y a pas de nécessité non plus de faire un retour arrière si on a 2 machines à l'ISO. Donc dans l'idée, vraiment, c'est d'essayer d'offrir une résilience la plus poussée possible et la plus, je dirais, économique possible, puisqu'il n'y a pas de coût additionnel de licence pour ces fonctionnalités-là. Voilà. Donc j'en ai fini pour cette partie réplication. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je reviendrai dessus à la fin de la présentation. Alors, j'ai souhaité faire un petit chapitre sur les optimisations liées à l'intelligence artificielle. On en a parlé tout à l'heure, on a des applications donc d'intelligence artificielle ou d'analytique, donc d'analyse d'image en gros, qui utilisent ce qu'on appelle des GPU, donc Graphic Processor Unit, donc c'est des cartes graphiques. On peut en retrouver 1, 2, 3, 4 cartes graphiques dans un serveur. Donc nous, on a une gamme de serveurs, 10 serveurs de GPU qui donc sont capables d'héberger jusqu'à 4 GPU. Donc très bien. Ceci étant, la problématique, c'est toujours qu'il fallait jusqu'à maintenant un serveur dédié pour ça. Aujourd'hui, grâce à CapsOS, on est capable donc de présenter ces cartes graphiques à la machine virtuelle qui va s'occuper de la partie analytique et de faire tourner en parallèle d'autres machines virtuelles. Donc dans l'idée, on a énormément de sites qui sont faits de cette façon-là. On va avoir une machine virtuelle qui va faire tourner le VMS, donc l'application d'enregistrement vidéo, et une machine virtuelle qui va faire tourner la partie analytique. D'accord? Donc cette partie analytique, donc intelligence artificielle, va être complètement indépendante d'un point de vue hardware. Donc on va lui assigner des ressources qui ne seront pas partagées hein, avec la partie VMS. Donc tout ce qui se passe sur la partie analytique, c'est-à-dire quand on va faire du calcul intensif, faire de l'analyse d'image, ça ne va en aucun cas impacter la partie enregistrement. Donc c'est ça l'intérêt. Donc on va avoir un serveur qui va être un peu plus velu que les serveurs traditionnels, hein, puisque ça va être un serveur qui va être à la fois capable d'avoir des cartes graphiques, mais également du stockage.
Donc, dans notre gamme de serveurs, on va y revenir, on a donc le CAPS iPod L qui peut prendre jusqu'à 12 disques durs. C'est quand même une capacité qui est assez conséquente, avec des disques de 22 Tera ou de 24 Tera aujourd'hui, hein, enfin, les dernières capacités de disques. On peut avoir vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et donc d'héberger également des applications qui utilisent des cartes graphiques. Alors, double intérêt, hein, donc elles utilisent des cartes graphiques, mais aussi il y en a beaucoup qui fonctionnent sous Linux. Donc on va être capable, en fait, finalement, de mutualiser le hardware pour faire fonctionner des technologies qui sont complètement différentes. D'une part, Linux et Windows pour les logiciels d'enregistrement vidéo et la partie analytique, et d'autre part, du hardware, là où on va avoir besoin de 1, 2, 3 ou plus GPU pour la partie analyse d'image. Donc ça, c'est intéressant. Autre point intéressant, les logiciels d'analyse d'image ou d'IA utilisent pour la plupart d'entre eux l'API du VMS. C'est-à-dire qu'en fait, pour rapatrier les images, l'idée, ça va être de communiquer avec le VMS pour récupérer soit des enregistrements antérieurs, soit un flux vidéo en temps réel. Cette récupération se fait donc au travers d'une communication entre le logiciel d'analyse d'image et le VMS. Cette communication se fait évidemment au travers du réseau IP qui, dans la plupart des cas, est en fait le réseau d'IP qui est utilisé pour les caméras. Donc c'est pas forcément, je dirais, quelque chose qui est judicieux dans la mesure où l'on va impacter ce réseau de caméras avec un trafic qui n'a rien à voir avec de l'enregistrement vidéo. D'accord? Parce qu'on peut faire des recherches, et ça peut être un besoin imminent, on peut faire des recherches a posteriori en utilisant le logiciel d'analytique, mais pour ça, il faut rapatrier et exporter donc les enregistrements de certaines caméras, et du coup, ça va consommer sur le réseau de caméras. Ce qui, par exemple, sur du Rapid Review, moi j'avais fait des tests, donc Rapid Review, les caméras sont traitées en séquence, donc c'est du BriefCam Synopsys, hein, c'est traité en séquence. Ça veut dire qu'en fait, peu importe le nombre de caméras où l'on souhaite récupérer les datas, ça va être traité l'une après les autres. Donc la consommation sur le réseau va être grosso modo la même. On était à 200 mégabits à peu près par caméra. Ce qui peut avoir des conséquences donc, sur le réseau de caméras IP et sur les enregistrements, ce qui n'est pas souhaitable. Grâce à la virtualisation, et donc grâce à CapsOS, on va être en mesure de mettre en place un réseau virtualisé de VM à VM, de machine virtuelle à machine virtuelle. Donc, on ne va pas utiliser le réseau de caméras, ça va être un réseau interne. Et comme ce réseau interne, finalement, c'est du CPU, hein, c'est complètement en interne au serveur, on va avoir non seulement une vitesse qui va être assez importante. On est à peu près entre 15 et 20 gigabits de bande passante, donc c'est quand même pas mal. Alors pourquoi autant de différence? C'est que ça dépend du CPU en fait. Plus le CPU pédale vite, plus le transfert va s'opérer rapidement. Le CPU, mémoire, etc. Donc on a différentes classes de serveurs et évidemment la vitesse n'est pas la même entre des serveurs d'entrée de gamme et des serveurs haut de gamme. D'accord? Ce qui se passe ici, c'est que cette communication étant interne, on n'impacte pas le réseau d'IP. Donc, on peut s'amuser à rapatrier des données. Ça n'impacte absolument en rien le réseau de caméra, ce qui est assez important. Donc, ça, c'est pas négligeable d'un point de vue design d'infrastructure, dans le sens où on peut économiser finalement sur la partie réseau et au lieu d'avoir de se torturer la tête avec des VLAN séparés, etc., on peut en fait créer un réseau virtuel qui est complètement efficace, rapide et dédié pour donc de la communication entre VM. Voilà. Donc c'est ça l'idée. CapsOS donc, va partitionner les ressources matérielles d'un serveur et donc les dédier par machine virtuelle. Donc il faut vraiment retenir cette notion-là. La différence entre nous et les autres, c'est-à-dire VMware, Proxmox, etc., c'est que notre méthodologie, c'est du partitionnement de hardware et pas du partage de hardware. On partitionne, on cloisonne.
D'accord? Donc, chaque VM est cloisonné, partitionné. Donc là, il y a pas de possibilité d'aller bouffer les ressources d'une autre VM quand on fait du calcul ou quand on fait quelque chose qui est assez intensif au niveau CPU, mémoire ou I/O. D'accord? Donc, ce principe-là, il est appliqué également au serveur de GPU, ce qui nous permet d'avoir des solutions d'analytique qui utilisent des processeurs graphiques et également du CPU pur, hein, donc on peut dédier un Xeon complet à la partie analytique sans aucun problème, sans impacter en fait ce qui se passe autour. Ça, c'est important. Le fait d'intégrer tout ça dans des VM, très important aussi à retenir, c'est qu'on a une possibilité de redesigner la partie réseau pour les communications entre le VM et donc entre différents applicatifs, sans impacter le réseau IP. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour résumer. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie réservée à cet effet. J'y répondrai incessamment sous peu, puisqu'il nous reste en dernier chapitre la présentation de notre gamme de serveurs pour 2024. Et après ça, je passerai donc aux questions et réponses. Donc, encore une fois, vous pouvez acheter des serveurs chez HP, chez Dell, etc. On validera avec vous la configuration. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ceci étant, je vous invite malgré tout à considérer notre gamme de serveurs, puisque économiquement, ils sont assez compétitifs. Et si on fait le calcul, puisqu'ils intègrent la licence CapsOS, ils sont du coup très compétitifs. Et on a développé une gamme qui est assez intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on a Intel qui a donc leur dernière génération de CPU, qui a des notions de P-Core et E-Core qui fonctionnent à différentes fréquences. Alors, c'est bien parce que ça permet d'optimiser plein de trucs au niveau gestion d'énergie, etc. Par contre, c'est pas du tout pratique pour de la virtualisation parce qu'il est très difficile de savoir quel type de corps est utilisé pour une machine virtuelle. Du même coup, c'est plus compliqué d'avoir une scalabilité en termes de performance linéaire en fonction du nombre de corps. Donc, en gros, c'est plus compliqué pour nous. En revanche, on a AMD qui a sorti une belle gamme de processeurs, donc les Ryzen série 7000, qui sont très rapides et qui cloquent très fort. Donc ça, c'est très bien pour tout un tas de VMS. Par exemple, VxCore fonctionne très bien avec ça. Plus la fréquence est élevée sur VxCore, mieux c'est. Milestone, c'est également le cas. Donc, c'est pas tellement le nombre de cœurs qui va finalement impacter la performance du VMS sur les deux cas que je viens de citer, mais plus sur la fréquence d'horloge. Et là, pour le coup, AMD nous sert bien puisque tous les corps sont à la même fréquence à un instant T. Donc, on n'a pas de variation entre les corps, ce qui nous permet d'un point de vue virtualisation d'avoir quelque chose qui est assez sympathique. Donc, nous, on s'appuie toute notre gamme de serveurs, sauf les serveurs analytiques, donc les serveurs de GPU. Toute notre gamme de serveurs s'appuie sur la même carte mère, qui est une carte mère en fait que je qualifierais quasiment d'industriel, même si elle n'est pas estampillée comme ça. En tout cas, ce sont des cartes mères business de chez Asus qui sont spécialement designées pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles sont complètement épurées. Il n'y a pas de LED, de machin. Ce n'est pas des cartes mères de gaming. C'est vraiment des cartes mères pro qui fonctionnent super bien. Nous, on a monté des dizaines de serveurs avec ça depuis le début de l'année. Ça fonctionne vraiment, vraiment très, très bien. Donc notre retour d'expérience, il est excellent et du fait qu'on ait choisi cette carte mère pour l'ensemble de la gamme, ça nous permet également de mutualiser le stock pour toute notre gamme de serveurs qui est donc celle-ci. Donc on retrouve en partant de la gauche le serveur d'entrée de gamme qui est le CapSpark qui prend donc il y a un serveur 2U et 3 disques. Alors vous me direz Franck, pourquoi serveur 2U et pas le serveur 1U? Eh bien, en fait, le retour d'expérience, c'est qu'avant, on faisait des serveurs sur un U qui utilisent des ventilateurs qui sont beaucoup plus petits et qui tournent beaucoup plus vite, mais qui sont beaucoup plus bruyants. Et le souci qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de sites qui nécessitent un serveur d'entrée de gamme, rackable, mais qui ne soit pas bruyant parce qu'il n'y a pas de salle dédiée au serveur. D'accord? Donc, si vous vous retrouvez à côté d'un serveur qui crache 80 à 90 décibels,
ça va 5 minutes, quoi. Mais au bout de 8 heures de travail, c'est insupportable, quoi. Donc, il faut vraiment une solution qui fonctionne de façon ergonomique, pas visuellement, mais ergonomique de façon auditive. Donc, que ça soit un serveur qui soit pas bruyant, quoi, en d'autres termes. Et en fait, le format de jus nous permet d'avoir des ventilateurs d'une taille beaucoup plus grosse qui vont fonctionner moins vite, mais qui vont envoyer plus d'air et donc de refroidir correctement les machines. Également, on peut avoir donc un refroidissement actif sur le CPU, donc ça nous aide. Donc là, en revanche, on est sur un Ryzen 5. Le Ryzen 5 qui est vraiment très bon également pour ce type de serveur. Et on va retrouver quand même jusqu'à 5 interfaces de 1 gigabit. Donc ça nous permet quand même de créer un certain nombre de machines virtuelles. Donc 3 disques durs aujourd'hui avec des disques durs de 22 Tera. Donc la slide aurait pu être mise à jour avec des disques de 24 Tera, mais il commence, je dirais, timidement à apparaître sur le marché, donc on n'a pas encore mis. Avec des 22 Tera, on a quand même 66 Teraoctets bruts, ce qui est quand même pas mal. Aujourd'hui, ce que l'on vend le plus, c'est les Caps Ice, donc la machine juste à droite, qui, elle, peut prendre jusqu'à 8 disques durs. On est quand même sur une capacité brute de 176 Teraoctets, ce qui est beaucoup. Et le Caps Ice, ça va être notre ticket d'entrée pour pouvoir faire de la redondance. D'accord ? Donc, on va pouvoir installer une carte qui va prendre des ports 10 Go. Donc, 10 Go, ça va être notre minimum pour faire de la redondance entre deux serveurs. D'accord ? Là, on est plus sur une machine qui va réellement être capable d'aller jusqu'à 200 caméras Full HD, 1200 mégabits, même si elle peut faire plus que ça. Aujourd'hui, on est resté sur des valeurs assez conservatives. Là, on est parti par contre sur du Ryzen 7 et ça marche très très fort. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des sites à plus de 300 caméras et qui honnêtement gèrent plus de 2 gigabits de bande passante d'enregistrement sur du Capsize et qui fonctionnent à 40-45% de CPU d'utilisation. Donc c'est très très bon. La même machine, donc même carte mère, même capacité de RAM, même capacité CPU, etc. Le Capsfire, mais un peu plus de disque dur. Là, c'est pour nos sites, si vous voulez, qui vont avoir un besoin d'une capacité disque plus élevée liée, je dirais, à l'augmentation des résolutions, tout simplement. Parfois 4K, 8K, 32 mégapixels. Donc, ça commence à devenir de plus en plus récurrent sur les projets sur lesquels on travaille. Donc, le Fire, je pense, va avoir une belle place. Et puis, on a notre gamme serveur analyse d'image, donc IA, le CAPS iPod, qui lui va être capable d'accepter un GPU. Donc, ça peut être pas mal pour des sites qui ont peu de caméras à soumettre à de l'analyse d'image. On peut quand même mettre jusqu'à 5 disques durs dedans, c'est quand même pas mal. Donc des disques durs de 3,5, donc à 22 Tera chacun, ça fait 110 Teraoctets bruts. On est sur une machine en 4 U cette fois-ci pour une question de refroidissement du GPU. Hein. Là, on est vraiment sur de l'entrée de gamme aussi également. C'est un serveur d'entrée de gamme d'analyse d'image. Le haut de gamme, pour moi, en termes d'analyse d'image, c'est le Caps iPod L qui, lui, peut prendre soit 3 GPU double densité, donc c'est ceux qui prennent 2 slots, soit 4 GPU simple densité, comme les cartes à 4000 par exemple, c'est les premières qui me viennent en tête, qui prennent qu'une seule largeur en fait de bus hein, en termes d'espace physique, et là on va pouvoir mettre 4. Donc ça c'est un serveur qui a été, donc c'est une base Gigabyte qui est certifiée par NVIDIA, donc certifié en termes de refroidissement et en termes de capacité. Alors c'est un serveur qui est plus coûteux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les bus sur lesquels on va mettre des cartes graphiques, ce sont des cartes, des bus PCI Express 4.0 16X. D'accord? Donc les 16X sur une carte mère classique, on va en retrouver un, voire deux, mais rarement 4. Ça, c'est vraiment des serveurs qui sont spécialisés. Donc, c'est un serveur qui est un peu plus coûteux, mais qui est réellement dédié à la cause, cette cause étant celle d'accepter des GPU. D'accord. Et on peut mettre jusqu'à 12 disques durs dedans. Donc, on retrouve la capacité
du CapsFire, d'accord, mais avec des fonctionnalités d'analytique qui ne sont pas présentes dans le CapsFire parce que le CapsFire ne sera pas capable d'accepter des GPU qui nécessitent du 16X, ou du moins on pourrait le faire sur un, mais pas sur deux. Et encore, on aurait des problèmes de refroidissement. Donc là, on est vraiment sur un serveur haut de gamme avec un refroidissement étudié, validé, certifié par NVIDIA. En termes de CPU, c'est deux Xeon de la série 4314. Là, l'idée souvent, c'est de dédier un 4314 à la partie analytique et l'autre pour la partie VMS et les autres applications. Voilà. Je vous ai présenté une gamme de serveurs, c'est bien, mais on sait aussi faire des serveurs sur mesure en fonction des projets. Ce qui m'amène à parler du catalogue de services. Donc, c'est-à-dire tous les services que Capsule peut vous offrir pour vous accompagner sur vos projets. Et ça, c'est très important de comprendre. Capsule Technologie, le second mot, c'est technologie. On n'est pas là pour vendre un produit, on est là pour vendre une technologie. Donc, pour adapter cette technologie à vos projets. Donc, on a des produits sur étagère, d'accord, qui vont... donc, c'est la gamme de serveurs, c'est CapsOS, etc. Mais l'idée, c'est également de vous accompagner sur vos projets, y compris sur des produits qu'on n'aurait pas forcément au catalogue, mais sur une technologie que l'on peut adapter pour vos besoins. D'accord? Donc, pour ce faire, nous déjà, on a un lab ici à Pau, dans nos locaux. Donc, une pièce dédiée avec un rack, avec des serveurs. Pour faire quoi? Donc, pour faire des tests de vos applications ou pour tester, reproduire votre infrastructure. On sait faire du benchmark. Donc, tester la performance en fonction des besoins. On peut faire de l'intégration de serveurs tiers chez nous. On peut faire des POC. On peut faire plein de choses. On vous accueille si vous souhaitez visiter, si vous souhaitez discuter avec nous de ces projets-là. Il n'y a aucun souci. Donc, cet accompagnement, on le fait essentiellement au tout début de projet, mais bon. Donc, on vous accompagne dans le design de l'architecture serveur, dans le design de l'architecture de virtualisation. On sait vous faire également des prestations de services pour l'intégration de machines virtuelles sur CapsOS en fonction des besoins. Donc, ça peut être des choses qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant, pourquoi pas. Donc ça commence à devenir très rare parce qu'on a quand même épuré le marché long, large, en travers. Mais pourquoi pas, ça peut être des applications que vous ne savez pas si elles fonctionnent dans un environnement virtualisé pour des questions de dongle de licence, pour des questions de mécanique un petit peu spécifique. Donc, on sait se rapprocher des éditeurs de logiciels, travailler avec eux et étudier avec eux la méthodologie la plus adaptée pour qu'on puisse l'intégrer dans CapsOS. Donc ça, c'est également quelque chose que l'on sait faire. C'est pas forcément payant non plus, parce que c'est dans notre intérêt d'intégrer un maximum de logiciels dans notre techno, ou du moins de les valider. Je le mentionnais tout à l'heure, l'intégration de CapsOS sur du matériel tiers. Donc, on sait le faire en lab ou sur site. Ça, c'est important. Le support technique, c'est dommage, j'en ai pas parlé, et pourtant c'est quelque chose qui est très important et qui me tient à cœur particulièrement, c'est la réactivité du support technique. C'est répondre au téléphone quoi qu'il advienne. Donc en standard, le support technique, il est disponible avec CapsOS ou nos serveurs sur les jours ouvrés, donc du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Mais vous pouvez souscrire une option de mission critique, donc mission critical. Ça peut être pour des sites qui nécessitent un support 24/24, 7 jours sur 7. D'accord? Donc du 24/7. Donc ce support technique-là, on sait le faire également, il n'y a aucun souci. Simplement, ce n'est pas une option qui est en standard, c'est une option complémentaire. Donc on vous fait un devis spécifique par rapport à la taille du site et à la taille des machines. Donc il faut qu'on calibre en fonction, mais c'est complètement faisable. On sait vous offrir ce type de prestation. Je n'ai pas parlé également du développement sur mesure de fonctionnalités qui n'existeraient pas au sein de CapsOS. Donc ça peut être, Franck, est-ce que tu saurais envoyer dans, je sais pas, dans le VMS un message spécifique
Si l'AVM, par exemple, d'Active Directory n'est plus disponible, est-ce qu'on peut envoyer un message spécifique dans Milestone? Ça peut être tout un tas de choses qui n'existeraient pas aujourd'hui, qui seraient réalisables d'un point de vue développement logiciel, qu'on n'aurait pas forcément priorisé dans une to-do list parce qu'on n'aurait pas vu, nous, le besoin, mais que vous voyez le besoin, on sait faire ce développement spécifique pour vous. Encore une fois, on développe une technologie et pas des produits, donc on adapte cette technologie en fonction des besoins. Et enfin, il y a une possibilité d'OEMisation de CapsOS. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous souhaitez quelque part vous approprier CapsOS avec votre logo, votre nom de produit, etc. Donc, c'est des choses qu'on a fait dans le passé. On peut le refaire, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je serais ravi de vous accompagner sur cette discussion. Il n'y a aucune restriction, il n'y a aucun sujet tabou. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais couper le partage et je vais cliquer donc sur les questions et réponses. Donc, n'hésitez pas, hein, pour le moment, je vois qu'il y a 2 questions. Donc, la première question, sur quel stack technique repose l'hyperviseur de capsule? Donc, l'hyperviseur, j'y ai répondu à un moment donné, mais je vais y répondre. Donc, dans le monde de la virtualisation, il y a 2 types d'hyperviseurs. Il y a l'hyperviseur de niveau 1 et l'hyperviseur de niveau 2. Donc, l'hyperviseur de niveau 1 sur lequel Capsule s'appuie, c'est KVM, qui est qui est celui en fait utilisé dans le monde Linux. D'accord? Pour ce qui est de l'hyperviseur de niveau 2, bah, c'est le nôtre, c'est c'est le module qui s'appelle CapsVM au sein de CapsOS, qui est finalement la techno en fait que nous avons développée pour gérer tout ça. Alors, deuxième question de la même personne. La redondance est du niveau du fault tolerance, reprise instantanée sur hôte esclave ou de type achat, redémarrage de la VM sur le second hôte. Alors là, du coup, on est sur d'actif passif de type achat, donc haute disponibilité. Donc, c'est redémarrage de la VM sur le second serveur, sur le serveur secondaire. D'accord? J'espère que j'ai répondu à la question. Il y avait aussi, c'était la même question. Je ne peux pas croire que j'ai été parfaitement clair pendant 1 heure et 10 minutes. Donc, je vous invite vraiment à poser vos questions. Pas d'autres questions? Bien. Bon, dans tous les cas de figure, je vous représente vite fait, avant de vous quitter, mes coordonnées. Donc voilà, donc mon email, hein, Franck, franck@capsule, capsule-vm-du6 véroniquemartin.com. Vous pouvez m'envoyer toutes vos questions, j'y répondrai. Vous pouvez me contacter également par voie téléphonique. Donc mon numéro c'est 06 17 77 89 37, 06 17 77 89 37. Je serai ravi également de vous répondre. On peut discuter de tout un tas de domaines, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de sujet tabou et au contraire, c'est toujours bien et avec une grande passion que je réponds à vos problématiques. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir rejoint ce matin. C'était pour moi un grand plaisir pour fêter, je dirais, les 10 ans de Capsule Technologies, de repartir donc en 2024 avec nos clients existants, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient connectés ce matin, et aussi également des personnes que je connais pas. Donc, bienvenue à vous, et j'espère que l'on travaillera dans le futur ensemble, et que cette petite présentation vous a mis l'eau à la bouche par rapport à ce que on peut vous apporter dans vos projets. Eh bien, merci à vous et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.